Madame la députée de Rosemont, Madame Baudouin, chers professeurs, étudiants, amis, collègues, notamment du ministère des Relations internationales, mon ancien ministère. J'aimerais d'abord vous dire que j'ai accepté la proposition de mon ami Thomas de travailler à cette édition des œuvres complètes de Charles de Coninck, dont j'ai eu l'extraordinaire chance de suivre pendant plusieurs années les cours, de 1960 à 1964, et par, je dirais, deux soucis. Un souci de justice à rendre un grand pionnier, et par un souci aussi, on l'a un peu évoqué, M. Boyer l'a évoqué, et Thomas aussi, et Yves Larochelle aussi, de pertinence à son œuvre, à la portée de son œuvre aujourd'hui. Justice, j'aimerais vous rappeler qu'en 1934, quand il se joint à ce qui est devenu, à son arrivée, la faculté de philosophie de l'Université Laval, il y avait avant simplement un institut supérieur de philosophie où tous les enseignants étaient tous des religieux. Eh bien, l'Université Laval était une toute petite université qui avait très peu de moyens et qui, par exemple, ne publiera pas la thèse que Charles de Coninck a fait, l'ouvrage remarquable qu'il a écrit sur le grand physicien britannique Sir Arthur Eddington, qui est pour la première fois publié à la fois dans l'édition actuelle par Yves Larochelle et à la fois dans l'édition américaine qui sort en même temps aux États-Unis, parce qu'il y a deux éditions concurrentes, une en anglais sous la direction de Ralph McInerney, qui présente les œuvres et qui a déjà produit 2 volumes, dont un est ici, là, sur la table, et où les œuvres de Charles de Coninck sont présentées chronologiquement, et une autre édition, celle-ci qui est en français, mais là où nous avons choisi, sous la direction de Thomas, de présenter l'œuvre thématiquement. Alors en 1934, l'Université Laval n'a pas les moyens de publier cette thèse. En 1936, son livre sur le cosmos, ben, il est publié tout simplement c'est reprographié, c'est quelques centaines d'exemplaires, c'est une édition confidentielle que peuvent seulement lire les étudiants et quelques personnes intéressées, c'est une chose terrible. Et alors que vous trouvez dans le Cosmos, vous le lirez dans des thèmes théardiens, déjà 20 ans avant le phénomène humain de Teilhard de Chardin. Ensuite arrive en 1943 son livre dont le doyen a souligné l'importance, qui a déclenché la première grande controverse internationale à partir du Québec en philosophie. Mais ce livre n'a jamais été, par exemple, distribué dans les librairies françaises à l'époque, parce que la France était occupée. Et M. Doyen a fait allusion au fait que beaucoup d'Américains sont venus étudier ici. À une époque, il y en avait presque la moitié des étudiants de la faculté étaient des Américains qui apprenaient le français pour travailler avec Charles de Coninck. Quelle autre faculté francophone au Québec peut se vanter d'une pareille chose? Moi, je le sais dans ma propre famille, ma sœur Danielle le sait aussi, nous avons des neveux et des petits-neveux américains grâce à des étudiants tirés à Québec par Charles de Coninck. Alors, ce qui l'aurait d'ailleurs beaucoup amusé si m'entendre dire cette chose, parce que c'était un homme extraordinairement vivant et concret, tout en étant philosophe. Et il y a aussi, on l'a évoqué, l'importance de son rôle dans le débat sur la laïcité, et peu après, en 1965, au moment de son décès, comme le Québec, c'est la Révolution tranquille, mais le thomisme, c'est le passé, on le largue, et puis alors Charles de Coninck disparaît un peu de nos radars. Donc, question de justice à l'endroit d'un grand pionnier, mais d'un pionnier qui est toujours aujourd'hui pertinent. Et moi, dans Tout homme et mon prochain, vous savez, Tout homme et mon prochain, c'est une série d'une quinzaine de textes qui s'étalent sur une vingtaine d'années, et ce qui m'a donné un bon prétexte, puisqu'il y avait son premier texte en philosophie politique et son dernier texte en philosophie politique pour essayer de faire une introduction à sa philosophie politique, que je ne pouvais pas évoquer complètement parce qu'elle est riche, mais j'en ai évoqué 3 moments. Alors j'ai évoqué dans ce texte la primauté du bien commun contre les personnalistes, en précisant qu'il s'agit, et là la pertinence de ce texte elle est très grande aujourd'hui. C'est un texte écrit en réaction à des conférences de Jacques Maritain au Québec en 1940, et Maritain était avec Emmanuel Mounier, vous le savez, le défenseur du personnalisme, et
Charles de Connex en est un adversaire, essayant de montrer dans ce texte et dans un autre livre qu'il publiera par la suite en anglais, essayant de montrer le danger d'une exaltation trop grande de la personne par rapport au bien commun. Et en disant que cette exaltation trop grande de la personne aurait des conséquences politiques néfastes. Et parmi les disciples, mais de Connex ne le savait pas la suite des choses. Il meurt en 1965 et il y a des personnes qu'il n'a jamais connues et qui étaient justement des disciples, peut-être un peu excessifs de Maritain. Le plus illustre des disciples de Maritain, ici, s'appelle Pierre-Éliott Trudeau, et il nous a donné la constitution personnaliste de 1982, qui est un excès même du maritanisme, un excès qui s'inspire aussi de l'individualisme libéral anglo-saxon, mais avec lequel nous sommes pris aujourd'hui. Il y a quelque chose de prémonitoire dans la primauté du bien commun contre les personnalistes. Et ensuite, dans les années 50, de Connex écrit, à la demande du Premier ministre Duplessis, qui crée la commission d'enquête Tremblay sur les problèmes constitutionnels. M. de Connex est un des experts de cette commission, avec François Béranger. Il écrit 4 textes, je n'en commente qu'un, Le fédéralisme ne rend pas contre le grand État, où il essaie de montrer, d'évoquer la tentation de l'État central de toujours vouloir réduire les États constituants. Et c'est un texte fascinant à lire aujourd'hui avec le recul que nous avons. Et le dernier moment de la philosophie politique de Charles de Connex que j'ai évoqué, c'est ce grand débat sur la laïcité de l'État, la liberté des consciences, où en 1962 et 1963, Charles de Connex prend, lui, dans une université catholique, lui qui est catholique, prend des positions très fortes, affirmant le droit de tout homme, non seulement à la liberté religieuse, mais à n'avoir aucune religion. Et ce qui, dans une université catholique, a beaucoup étonné. La liberté de religion, disait-il, implique la liberté de n'adhérer à aucune religion donnée. Et il y a dans ces textes à l'époque aussi une défense de la liberté des consciences qui lancera un débat presque dont nous n'avons pas vu d'aussi considérable depuis lors que celui actuel sur les accommodements raisonnables. Et vous verrez en lui disant, mais bien sûr, je suis peut-être un peu trop passionné et peut-être un peu trop mon auteur, mais mes amis qui sont là me connaissent. Mais dans ce débat, je vous mets au défi de le lire et de trouver des phrases plus claires que celles de Charles de Connex dans les 308 pages, 12 colonnes du rapport Bouchard-Taylor sur la laïcité de l'État. Mais je pense que je vais m'arrêter là, parce que je vous ai déjà dit passablement de choses, et j'essayais surtout de vous dire que cet homme méritait et mérite toujours d'être lu.